Allez, voici les débatteurs, ceux qui sont là pour l'instant. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Ah, c'est dangereux maintenant de susciter la candidature de quelqu'un dans la République du Bénin. Cela pourrait vous coûter, ma foi, exécrant. Le monsieur dont vous avez suscité la candidature est Clément Gentil avec vous et qu'il a retiré sa plainte. Ça peut vous coûter 1 million de francs CFA d'amende. Bien sûr. Mais il faut voir comment est-ce qu'on a suscité la candidature. Je crois qu'on a fait le débat quand l'information a été publiée à ses premières heures fin 2023 et on disait mais avec tout ce qu'il y a dans le Bénin là, le procureur de la Criette, il ne s'auto-saisit que d'une infraction comme celle-là pendant que on montrait le ministre concerné, le ministre dont on aurait suscité la candidature, très indifférent par rapport à l'histoire. Et à l'époque, déjà, moi je m'expliquais et je disais mais que c'est extrêmement vide, que c'est vide comme dossier si c'est pour avoir suscité la candidature de quelqu'un, même si l'intéressé dit qu'il n'a pas, qu'il ne voudrait pas qu'on suscite sa candidature, un jeune étudiant et tout. Mais aujourd'hui, on voit clair dans les faits. On crée des groupes WhatsApp sur des pseudonymes qui sont finalement le nom et le prénom de l'autorité concernée. On crée sur des réseaux sociaux comme Facebook de faux comptes. On alimente même une escroquerie et c'était un réseau. Le jeune en question, le jeune étudiant de Parakou n'était pas le seul concerné. Et tout ça par voie électronique. Attention, il y a un code du mérite. Oui, le dernier article d'il y a 3 heures de matin libre le précise. Dans cette affaire, il y a eu carrément même un réseau d'escroquerie où ils prenaient de l'argent aux gens, ils soutiraient de l'argent aux gens parce qu'ils se présentaient comme des proches de l'autorité concernée dont on suscite la candidature. Quand on commence pas à dire des choses comme ça, attention à dire que c'est seulement en raison de la sollicitation de candidature. Les actes qui suivent la sollicitation de candidature ne sont pas des actes à encourager, ce sont des infractions constituées en droit positif béninois. Et quand c'est comme ça, attention à ces jeunes qui, pour intéresser, parce que c'est une filière, on en connaît, ils sont très nombreux qui ont réussi par là et d'autres embouchent cette trompette là aussi aujourd'hui. Quand on finit à l'université, on n'a pas d'issue, ok, parce qu'on a fait un peu de militantisme à l'université, on sait mobiliser les masses. On pense que l'avenir, c'est dans cette façon de mobiliser des gens autour d'un potentiel futur haut placé de la République pour après devenir chargé de mission ou être à je ne sais quel autre poste. C'est un abri et c'est une échappatoire par excellence contre le chômage. Attention à ces jeunes. Il faut le faire par stratégie tout en respectant les règles de la nation. Attention à ne pas utiliser des faits qui sont constitués comme des délits en République du Bénin. Il ne faut pas aller mal agir pour survivre ou pour se faire voir. Franck. Allez, un bon matin, docteur Tanguy Agoyi qui a trimé, qui a fait ses recherches dans tout le Bénin, qui a pu obtenir son diplôme. Un kudam, un jeune, reste dans son coin et commence par écrire des choses, créer un compte au nom de Tanguy Agoyi et commence pas avec des manœuvres déplorables, commence pas à exercer en votre nom. Alors que vous êtes tranquille quelque part, en train de vous battre pour votre vie, pour votre famille. Moi, je pense que ça va ternir votre image. Et tout d'abord, je voudrais saluer un peu la hauteur d'esprit prise par le ministre en retirant sa plainte, parce que s'il ne l'avait pas peut-être retiré, les effets de cette action en justice seraient autre chose. Donc je voudrais dire que lorsqu'on est étudiant et qu'on est inspiré, il faut être inspiré dans ses cours, et même quand vous finissez et vous chômez, il faut réfléchir à trouver un job. Ce n'est pas en utilisant des comptes au nom d'une autorité, au nom de citoyens qui se battent comme vous, que vous allez parvenir à joindre les deux bouts. C'est condamnable à tous les égards. Et moi, je voudrais inviter nos jeunes frères, nos jeunes amis à quitter dans ça, comme on le dit tout simplement, à ne pas chercher les moyens faciles. Parce que lorsque vous utilisez le nom de quelqu'un, lorsque vous utilisez l'identité de quelqu'un pour agir, c'est que c'est cette personne-là que vous êtes en train de détruire sans le savoir. Donc, ce faisant, moi, je pense que ce sont des infractions, comme l'a dit William, qui sont constituées. Et si le juge devait être vraiment sévère, même lorsque le ministre retire sa plainte, c'est que le juge peut poursuivre cet étudiant-là et le condamner
l'enfermer pour qu'il purge sa peine dans une prison. Donc, moi, je pense que ce n'est pas, même ce que nous disons là, ça ne va pas dissuader certains parce qu'ils sont bonnés dans leur tête. Ils savent que c'est plus facile pour eux de s'asseoir devant un ordinateur, devant leur smartphone et de créer des comptes pour ci et ça. Au début, tout le monde avait cru que c'est parce que ces citoyens-là avaient suscité simplement la candidature d'une autorité qu'ils se sont retrouvés devant la justice. Mais non, voilà les faits qui sont avérés. C'est pourquoi, si on ne prend pas de recul, on peut parfois tomber dans des jugements qui ne tiennent pas la route. Et je voudrais que cela serve d'exemple pour que à tous ces jeunes-là qui aiment la facilité, les chemins détournés pour se faire de l'argent, pour essayer de tenir dans la société. On peut réussir sans faire cela, on peut évoluer, on peut véritablement tenir la route sans ces manœuvres-là. Eric? Je pense que c'est un fait qu'il faut condamner, encore que ça se développe de plus en plus dans notre société de façon générale. Vous réveillez un matin, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous pensez que c'est la bonne personne, mais en réalité, c'est un faux compte, n'est-ce pas, qui est créé justement. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans notre environnement, des milliers de personnes sont victimes de cette affaire. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de remonter véritablement à travers des investigations vers les auteurs, n'est-ce pas, de cette pratique-là. Comme le dit, il arrive un jour où vous tombez sur plus dur que vous, où on a les ressources nécessaires de pouvoir mener des recherches aujourd'hui, la technologie aidant, n'est-ce pas, à pouvoir remonter jusqu'à vous et puis identifier même d'autres membres, n'est-ce pas, avec qui vous menez souvent ces campagnes-là. Je pense que nous sommes en face d'une situation donc de ce genre où des faux comptes ont été créés au nom d'une personnalité de l'État, dans l'intérêt même de pouvoir soutirer de l'argent. On se positionne comme étant des proches de cette personne-là. Nous savons que ce sont des pratiques que nous vivons au quotidien et si on arrive à pouvoir mettre la main sur ces individus et à dire le droit, tant mieux. Si ça peut permettre aussi à nos jeunes de ne plus s'aventurer sur ce chemin, cela va beaucoup nous aider à avoir des jeunes de plus en plus consciencieux. Je pense qu'à l'arrivée, un peu comme l'a relevé Franck, le ministre d'État a retiré sa plainte et je pense qu'il se positionne aussi, de ce que j'ai lu sur Matin Libre, à payer l'amende, n'est-ce pas? En tout cas, je pense qu'il y a une forme de clémence aussi qu'il faut saluer. J'espère que l'auteur, en réalité, verra ça comme une seconde chance, histoire, comme on le dit dans la Bible, va et ne pêche plus. Loïc, bonjour. Bonjour Tanguy. Oui, c'est vrai que c'est assez déplorable et cela prouve une fois encore que les jeunes vont sur Internet, ils vont sur les réseaux sociaux, et ils écrivent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent sans vraiment savoir tout ce que cela peut leur coûter. Et malgré toutes les sensibilisations, on sent que le code sur le numérique n'est pas vraiment vulgarisé au niveau des populations. C'est-à-dire les populations ne se l'approprient pas réellement, parce que si elles se l'appropriaient réellement, elles sauraient que, attention, en faisant ceci ou en écrivant ça ou en créant un faux compte au nom d'une personnalité, au nom d'une personne donnée, qu'elles peuvent se retrouver du jour au lendemain écrouées. Et effectivement, nous avons un cas comme ça, et puis ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas un cas isolé, il y en a plusieurs. On voit sur les réseaux sociaux des gens qui créent des comptes fictifs et ils expliquent, bon, écoutez... Un jour, j'ai reçu une demande d'année de la première d'année d'Amélie. Voilà un cas palpable. Le plus intéressant, c'est que très souvent, vous voyez ces gens-là qui, parce qu'il y a les élections qui s'approchent aussi, et ils se disent, c'est le moment pour nous de créer rapidement un petit réseau, de mettre en place un petit réseau, le temps d'aller vers cette autorité pour susciter sa candidature et tout ça. Et pendant qu'ils créent ces genres de réseaux, en même temps, ils disent non, essayons de prendre un peu d'argent à gauche, à droite et autres. Mais c'est une forme d'extorsion, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Mais maintenant, vous créez ce compte sans même l'avis de la personne concernée, même si je suppose que c'est
est de bonne foi, c'est du genre, j'apprécie bien, j'ai une certaine sympathie pour ce ministre et je voudrais bien le voir aux affaires au niveau du pouvoir central, mais si je n'ai pas son onction, je n'ai pas le droit de le faire. Et c'est ça que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Ça pose un véritable problème. Vous passez un peu, faites un peu le tour sur la toile, vous allez lire des incongruités, des gens qui écrivent n'importe quoi, mais qui ne savent pas que juste cette seule phrase peut leur coûter 2 mois à 2 ans d'emprisonnement ferme. C'est tellement intéressant. Et même des cautions allant jusqu'à 500 000. Un enfant qui n'arrive même pas à avoir à peine 100 000 francs le mois va se retrouver avec une amende de plus de 500 000. Donc effectivement, il y a un problème d'éducation à la base. Et ce jeune, comme l'a dit Eric, il doit prendre un peu cette décision, ou du moins cette reconversion comme une seconde chance. Voilà. Apparemment, vous êtes abasourdi. Non, pourquoi? Je vous suivais religieusement. Je ne savais pas que vous allez chuter aussi brutalement, aussi de façon inattendue. Allez, on va changer de sujet. On va parler de cette actualité-là au Sénégal. À la place d'un rendez-vous électoral, Macky Sall qui propose, ma foi, un dialogue politique, avec à la clé une promesse de faire voter une loi d'amnistie générale. Sincérité, ou stratégie, ou fuite en avant, sincérité dans sa volonté et sa promesse de laisser le Sénégal en paix et dans la tranquillité, Eric? Je pense qu'il n'a pas le choix. Je pense qu'il n'a pas le choix. Après la décision de la Cour, il lui faut véritablement non seulement quitter le pouvoir le 2 avril, une phrase qu'il a d'ailleurs rappelée participants de ce dialogue, justement, et puis trouver ensemble une date de la tenue des élections. Après, vous voyez que nous avons vraiment des problèmes de difficulté sur notre continent. Une constitution, un calendrier électoral établi où tout le monde a travaillé, n'est-ce pas, pour que une date soit connue, pour que le jeu soit déroulé. Aujourd'hui, en romain, n'est-ce pas, je dirais, tout le processus entre les mains d'un dialogue de 2 jours où il faudra décider d'un agenda, il faudra trouver encore une nouvelle date, et Dieu seul sait véritablement comment ça va se passer. Je pense que après la première journée, la seule certitude qui se dégage, c'est que Macky Sall a insisté, n'est-ce pas, parti le 2 avril. Alors, comment on va se retrouver dans un pouvoir intérimaire avec le président de l'Assemblée nationale, le temps que l'élection soit organisée, pour quelle date? Peut-être que cette deuxième journée du dialogue pourra véritablement situer les uns et les autres. On parle aussi d'un projet de loi d'amnistie pour toutes ces personnes arrêtées dans la période de cette crise. Il faut faire remarquer aussi qu'une bonne partie des candidats retenus par la Cour constitutionnelle justement, ont boycotté le dialogue. Il y en a justement qui n'approuvent même pas l'idée du projet de loi d'amnistie parce qu'ils estiment que c'est un piège. Cela peut permettre aussi à des acteurs du système ayant joué un rôle d'une manière ou d'une autre dans cette crise-là, de se soustraire, n'est-ce pas, de toute procédure judiciaire. Donc je pense que nous sommes là, nous nous retrouvons avec un dialogue national qui devra faire le travail de la Constitution. Ouais. Oui, je pense que j'ai suivi un peu le discours de Macky Sall. J'ai lu dans son discours que Macky Sall est devenu un peu, subitement, quelqu'un qui a envie de garantir la stabilité dans son pays. Et il a martelé à plusieurs reprises dans ce discours que son mandat finit le 2 avril prochain. Et qu'il il a employé un terme qui m'échappe, dans tous les cas, qu'il n'est initiateur de rien, que c'est beaucoup plus la volonté populaire. Et je pense qu'en le faisant, Macky Sall veut se rattraper parce qu'à un moment donné, il s'est brûlé véritablement les ailes lorsqu'il s'est amusé à vouloir changer les règles du jeu au cours du jeu. Ça n'a pas du tout marché, la mayonnaise n'a pas du tout pris. Et donc, il a saisi la pêche que
qu'attendu en tout cas la haute juridiction dans son pays pour essayer de réparer un peu les choses. Et donc je pense qu'en le faisant, Macky Sall peut encore quitter par la grande porte, s'il maintient, si cela est sincère bien entendu, parce que le discours que j'ai suivi, c'est un chef de l'État qui est soucieux de ce qu'il y ait une élection inclusive, une élection pacifique, une élection apaisée. Il a utilisé tous les mots qu'il faut. J'espère qu'il a convaincu les Sénégalais après sa baude qu'il a eu à faire, qui a véritablement terni. Il aurait pu s'en passer, mais qu'à cela ne tienne, il a déjà fait, disons, ce faux pas, et s'il se ravit, c'est tant mieux. Je pense qu'en ouvrant un dialogue, si les thèmes du dialogue sont vraiment sincères, si on en discute véritablement pour l'avancée du pays, pour garantir les droits des Sénégalais, je pense que ça va marcher. Autrement, si c'est de la ruse qu'il est en train d'utiliser encore là, ça va lui retomber sur la tête. Ce ne sera pas du tout joli à voir pour Macky Sall. Oui. Ouais. Je suis tenté de penser que les coulisses, les conseils de coulisses de la session extraordinaire de la conférence des présidents de la CEDEAO a certainement donné un résultat plus ou moins positif, parce que déjà, ce discours que j'ai suivi est assez intéressant, parce que Macky Sall a d'une certaine manière ramené un peu la balle sur la table pour qu'on puisse discuter. Et moi, ce qui me... Qui avait mis la balle en... Oui, on ramène la balle sur la table et on se regarde, quoi. Voilà. Et l'autre chose qui me fait un peu mal, c'est que ce soit au niveau des opposants maintenant qu'on sente un peu plus la méfiance. C'est vrai qu'il devrait y avoir la méfiance, certes, mais quand vient le moment de dialoguer, il faut vraiment dialoguer. On ne règle pas les problèmes d'un pays dans la rue. C'est pas la rue qui règle les problèmes de rue. Et quand on parle du système démocratique, c'est quand on s'assoit et on essaie d'échanger, de se convaincre par des arguments qui valent la peine qu'on arrive à trouver un consensus. Je lis 3 choses dans les interventions de Macky Sall. La première chose, c'est qu'il reconnaît que le 2 avril, il est finissant, il part. La deuxième chose, c'est qu'il reconnaît que initialement prévu pour se dérouler en décembre 2024, lui-même déjà, il parle d'une échéance entre juin et juillet. Donc, avant les prochaines pluies. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que déjà, il y a un autre aspect qui crée le gel dans beaucoup plus de crispation dans la politique. C'est-à-dire de pouvoir libérer ceux-là qui ont été arrêtés dans les problèmes de violence entre 2021 et 2024. Donc, je pense que Macky Sall est en train de donner la bonne foi de sa personne pour que les opposants viennent à la table des négociations, des discussions, pour qu'on échange. Mais maintenant déjà, sur les 19 candidats qui sont pressentis, il y a 17 qui sont en train de faire la politique de la chaise vide. En optant pour cette politique de la chaise vide, demain, lorsqu'on va choisir une date, ce sont les mêmes qui prendront encore la rue pour dire non, nous ne sommes pas d'accord pour cette date. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel même a précisé reconnaît déjà aujourd'hui que les élections telles que nous les voyons ne pouvaient plus se tenir en février. Donc maintenant, quelle est l'option qui reste? Macky Sall propose juin, juillet. S'ils ne viennent pas à la tête des négociations, est-ce qu'ils pourront proposer une date concrète et ensemble, ils vont convenir de quelque chose? Seul le dialogue peut amener le consensus au Sénégal. Non, mais qui est-ce qui convoque le corps électoral? Est-ce que c'est un dialogue ou c'est le gouvernement? Non, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, ce n'est pas que le gouvernement. Le gouvernement demande le dialogue national, mais il demande le dialogue avec toutes les parties prenantes. Et d'ailleurs, depuis hier déjà, il y a des leaders religieux, il y a d'autres partis qui viennent. Mais parmi les 19 candidats, il y a 17 qui ont opté pour la politique de la chaise vide. Si vous êtes candidat et que vous savez que votre voix compte, la moindre chose, c'est de participer. Vous pouvez participer et dire « je ne suis pas d'accord sur tel point, et comme ça, votre voix compte ». Mais si vous ne participez pas, vous optez pour la politique de la chaise vide. Alors qu'on vous a offert la possibilité de venir apporter votre voix de façon officielle, mais pas dans les rues, là, déjà, je pense qu'il y a une possibilité de trouver le dialogue, de retrouver la paix au Sénégal. William? C'est comme si en 2021, par cataclysme, Rekia Madougou, Joël Aïvo participaient à un dialogue national
et que Paul Rompouet et Corentin Corpouet étaient dehors. Une petite caricature pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal joue le sort de toute une nation. À 30 km de Dakar se joue le sort de ce pays parce que, vous voyez, ceux qui ne viennent pas au dialogue aujourd'hui ont intérêt à ne pas venir au dialogue. La décision du Conseil constitutionnel, très très critiquée par beaucoup, décision vue comme étant une décision qui a exclu une très bonne partie de la classe politique, qui a laissé un match amical à la limite au successeur de Macky Sall précisément. Cette décision les conforte en tant que candidats. Cette décision dit que ces 19 personnes sont candidates à la présidentielle. Et pour eux, quand les recalés qui sont aujourd'hui assis à la table avec la société civile, les religieux, les autres corps constitués, quand on va trouver une porte de sortie, ce qui n'est pas garanti, bien sûr, parce que les positions sont bien tranchées, elles sont... il y a trop de clivages déjà autour de ces différentes composantes de la société sénégalaise qui se retrouvent au dialogue. Et donc, s'il y avait une issue favorable à ce dialogue, on pourrait revenir en arrière, on pourrait faire machine arrière jusqu'à un certain niveau, et certains craignent leur participation à la présidentielle. Parce que, de façon réaliste, le Conseil a reconnu que, vraisemblablement, dimanche dernier, on ne pouvait pas organiser l'élection. Et techniquement, c'était également ce qui se dessinait. Maintenant, pour eux, pour ces dissidents, il fallait que l'élection se tienne avant le 2 avril pour que Macky Sall puisse partir le 2 avril. Parce que ils ont raison quelque part. Il y a 3 incertitudes au niveau de ce dialogue aujourd'hui. Première incertitude, et si on décidait d'une date avant le 2 avril, comment est-ce qu'on organise techniquement les élections? Est-ce avec la liste du Conseil constitutionnel telle que rendue dans sa décision, ou est-ce qu'on balayerait cette décision du revers de la main en disant, parce que beaucoup de choses nous ont crispés jusque-là, nous ne voulons pas aller aux élections avec ces candidats retenus, et au cas où c'est ce scénario qui prend le dessus, comment respecte-t-on une décision du Conseil constitutionnel qui annule la convocation du corps électoral, et qu'on ne respecte pas une autre, celle qui donne la liste définitive des candidatures? La grosse interrogation est là. Deuxième équation, c'est au cas où Macky Sall, au cas où la date choisie irait au-delà du 2 avril. Quel serait le sort du Sénégal? Le 2 avril, comment est-ce que cela va se passer? La Constitution sénégalaise dit que avant l'installation du président successeur, il faut que le président en poste soit en fonction jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Dans ce contexte, si Macky Sall dit, martèle et remartèle encore qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril, si l'échéance choisie est après le 2 avril, quel est le sort des Sénégalais? Comment est-ce que la gouvernance au sommet de l'État va se passer au Sénégal? C'est une très très grosse équation. Et troisième chose, pour finir aujourd'hui, qui va convoquer le corps électoral? Le Conseil constitutionnel dit que dans les meilleurs délais, il faut que le président de la République ou que le processus soit relancé. Maintenant, le président de la République dit qu'il y a eu trop de frustration pour que tout seul, je reste encore dans mon bureau. Je ne sais pas si à ce niveau le bureau il est ovale. Pour que je reste dans mon bureau pour prendre une décision et pour convoquer à nouveau le corps électoral. Je voudrais que ce soit un dialogue. Maintenant, voilà qu'on s'en remet à un dialogue. Et si ce que le dialogue choisissait, l'aboutissement du dialogue était encore une ruse de Macky Sall pour trouver encore un moyen pour rester encore quelques jours au pouvoir, tellement d'interrogations. Mais vous ne donnez pas votre appréciation et votre lecture de la chose. Vous présentez les situations. J'ai besoin d'une lecture des situations qui se présentent. Et ma question de départ, elle était quand même assez simple et assez claire. Est-ce que ce dialogue est une fuite en avant de Macky Sall pour davantage trouver un moyen de continuer à rester au pouvoir, ou est-ce que c'est vraiment de la sincérité puisqu'il a promis justement partir de la tête du Sénégal en laissant un pays apaisé et tranquille? C'était la question de départ. Je ne pouvais pas donner mon opinion sans étaler ces différents scénarios, justement avec les insuffisances entre griffes de la Constitution sénégalaise sur la succession, justement en raison de la décision du Conseil constitutionnel qui ne situe pas réellement comment les événements vont se passer après sa décision, et justement en raison de tous les scénarios politiques. Donc, quand j'ai fini d'étaler tout ça et ces différentes incertitudes, ces interrogations multiples sans une réelle
porte d'issue. Mon opinion sur la question est que les conclusions du dialogue ce soir vont nous situer. Si des opposants vus comme figure de proue de cette opposition, comme Ousmane Sonko, se libèrent, si sont libérés par la loi d'amnistie, le projet d'amnistie que le président compte introduire demain, si à l'issue du dialogue national, la date qui est décidée est raisonnablement consensuelle, c'est-à-dire comme le veut la société civile qui est présente à ce dialogue, si la date est avant le 2 avril, cela va davantage apaiser. Mais si par contre, à l'issue du dialogue, Macky Sall qui dit qu'il faut que les élections s'organisent avant la période des pluies qui commence en juin, si le scénario renvoie plutôt les élections après la fin du mandat de Macky Sall, les inquiétudes nourries grandiraient davantage. Donc pour moi aujourd'hui, les conclusions du dialogue sont l'élément déterminant pour savoir comment se joue le sort du Sénégal dans les jours à venir. Avec le tableau, ce que nous a servi Macky Sall avant la décision du Conseil constitutionnel, il faut être prudent. Et sur la question que vous avez faite à William, moi je pense que il faut garder à l'œil Macky Sall, parce que ça peut être de la ruse également qu'il est en train... Quelle marge de manœuvre il a pour organiser encore la ruse à votre avis? Ben, si quelqu'un, pendant que le processus dans ce contexte où la CEDEAO aussi commence pas à écarquiller les yeux, dans ce contexte où on a quand même le Conseil constitutionnel qui a sorti une décision, dans ce contexte où on a quand même des opposants qui sont dans la rue, dans ce contexte où on a quand même des candidats recalés qui sont dans la rue, dans ce contexte où on a la pression aussi de la communauté internationale, quelle marge de manœuvre il a vraiment? Mais non, le politique et les facettes présentées par Macky Sall, on peut s'attendre à tout de lui. Moi, je voudrais que ce dialogue national convoqué par Macky Sall soit, en tout cas, soit une occasion pour tous les acteurs. Il faudrait qu'ils puissent se départir de leurs divergences, qu'ils puissent participer, ceux qui doivent participer. Parce que en faisant, disons, en adoptant la politique de la chaise vide, en ne participant pas au dialogue, ça donne davantage les moyens à Macky Sall de dire, écoutez, nous n'avons pas davantage eu le consensus, il faut rechercher davantage le consensus. Et au même moment... Avril va passer la main oui, mais c'est ce qu'il dit. Il y a ce qu'il dit et ce que lui-même il fait souvent. Il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, pour jouer davantage sa crédibilité, je pense que le Conseil constitutionnel doit veiller au grain, la CEDEAO, la communauté internationale, toutes les parties prenantes que vous avez citées, on doit suivre Macky Sall de très près pour lui éviter ou pour l'empêcher de nous servir encore un autre scénario qui va davantage conduire, en tout cas la démocratie sénégalaise, dans l'abîme. Je pense que les acteurs doivent saisir cette occasion-là de discuter et de trouver la date qu'il faut, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas resté... Alors, l'idée avait été... On va changer d'axe, vraiment, vous permettez. L'idée avait été agitée. Il a confirmé à 2 ou 3 reprises déjà. Je ne sais plus si les comptes sont bons dans ma tête. Hier, il a encore appelé. Il va faire voter une loi d'amnistie générale pour permettre à ce que tout ce qui s'est passé en 2021-2024 soit passé à perte et profit. C'est opportun-là, Eric, vraiment. Vous savez que généralement, dans nos démocraties, quand nous enregistrons des crises de ce genre, nous finissons toujours par une loi d'amnistie. C'est la formule trouvée justement pour balayer tout ce que nous avions pu enregistrer comme infraction par-ci ou par-là. Et je pense que c'est un projet qui sera présenté demain mercredi en Conseil des ministres. On verra bien aujourd'hui ce que le dialogue dira de ça. Sur le comportement de Macky Sall, je pense que c'est plus le comportement de quelqu'un qui a le dos au mur, n'est-ce pas, que quelqu'un qui peut encore organiser une ruse. Parce que là, il ne peut pas aller en arrière, il ne peut pas non plus aller en avant, puisque la date du 2 avril est là. Et lui-même, il a répété qu'il quitte le pouvoir le 2 avril. Mais moi, je pense que pour ce que nous avons vécu jusque-là, entre un Sénégal qui se retrouve le 2 avril sans un président, sans un agenda électoral, sans une date, n'est-ce pas? On ne sait pas qui va convoquer le corps électoral dans ce genre de conditions. Est-ce que ça n'est pas mieux de faire en sorte qu'il organise les élections, qu'il assure la transition, qu'il
passe la main, n'est-ce pas, avant de partir. Est-ce que ça ne nous met pas plus en danger de voir un Sénégal sans un chef, sans une organisation après le 2 avril, n'est-ce pas, si tant est qu'on doit pouvoir respecter les consignes constitutionnelles et s'assurer véritablement de ce que on est en train de faire une transition dans la paix, en toute sécurité, en toute quiétude. Parce que s'il quitte le Sénégal, enfin la tête du pays, le 2 avril, dans ce genre de conditions où il y a tellement d'incertitudes, où l'homme l'a remarqué, tellement d'équations, les choses sont comme ça, beaucoup de questions sans réponse, ça va être encore davantage plus compliqué que ce que nous avons connu jusque-là. Ulrich ? Oui, je parlais de la loi d'amnistie. La pertinence d'une loi d'amnistie dans ce contexte-là, véritablement. Ça apporte quoi au Sénégal ? Ça apporte beaucoup de choses parce que l'un des grands problèmes qui ont même fait débarquer beaucoup de personnes dans les rues, ce sont les arrestations des opposants, des personnes qui n'ont pas le même dialogue que le pouvoir en place et qui, depuis 2021, se retrouvent écroués et qui sont plus libres de leur mouvement. Donc, déjà cette image, à travers la loi d'amnistie qui se prépare, c'est une manière de dire au peuple sénégalais: nous allons faire en sorte que la paix revienne entre nous. C'est la loi d'amnistie qui apporte la paix. La loi d'amnistie ne garantit pas complètement la paix, mais elle ébauche déjà la paix. Parce que le plus important déjà ici, c'est de savoir que à travers cette loi d'amnistie, on peut quand même faire table rase de certaines choses. Maintenant, l'opposition précise que la mort de ce justement l'opposition, c'est là où qui a pris une balle dans la tête. C'est là où l'opposition refuse après l'opposition estime que la loi d'amnistie efface toutes les exactions qui ont été commises. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, est-ce que on préfère régler le problème dans la rue ou on préfère faire le dialogue en faisant table rase de ce qui s'est passé, c'est-à-dire on sait qu'il y a eu des pertes de tous les côtés où parfois on continue de s'entretuer dans les rues, de se faire arrêter dans les rues. Et donc je pense que dans ce schéma, la loi d'amnistie reste d'une certaine manière l'une des manières de ramener un peu la paix. Elle peut ne pas être la solution adéquate, mais c'est déjà l'une des solutions. Et l'opposition sénégalaise a commis la grande erreur de ne vouloir pas aller à la parce que Macky Sall connaît déjà, il sait déjà comment l'opposition fonctionne. Et d'ailleurs, l'opposition est en train de tomber dans ce piège. Demain, l'histoire retiendra que l'opposition sénégalaise n'a pas permis à ce qu'on retourne à la paix. William, permettez cette digression. Ailleurs, on pense que pour plusieurs événements, sur plusieurs années, on peut trouver une loi d'amnistie. Chez nous, techniquement, ce n'est pas possible quand ce n'est pas relativement au même événement. Parenthèse fermée. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant parce que c'est trop facile de sortir l'armée qui est censée défendre un territoire contre ses ennemis étrangers, de fait dégainer des balles de l'armée contre des citoyens d'un pays qui demandent des libertés et des droits civils et politiques dans leur État. C'est trop facile de tirer sur 3-4, étudiants ou non, opposants ou non, de mettre des opposants à la queue leu en prison et 3 jours après de dire à les députés, s'il vous plaît, levez vos mains, adoptez un papier et tout ça est terminé. Jamais on ne situe la responsabilité des militaires, jamais on ne situe la responsabilité des commanditaires parce que les militaires sont aux ordres, jamais on ne situe non plus la responsabilité de ces fautifs parce que parmi eux, il y en a qui s'en prennent aux infrastructures publiques, ceux qui revendiquent de droits, il y en a qui jouent le malin et qui abusent et qui commettent des infractions. Donc, pour moi, c'est trop facile d'utiliser la voie de l'amnistie après avoir commis beaucoup d'actions. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le Sénégal est extrêmement entre-déchiré. Politiquement, l'échiquier politique sénégalais est presque sombre. Aujourd'hui, on a tellement de frustration dans l'air que une loi d'amnistie pourrait commencer par aider à un début. Mais du point de vue des responsabilités à situer, moi, je trouve que une loi d'amnistie nettoierait trop des erreurs, de grosses exactions comme ça. Macky Sall a peur de laisser
son pays, en tout cas un Sénégal déchiré, un Sénégal dans le chaos, et c'est lui qui en est véritablement le responsable, parce que dans les images que vous avez vues, c'est lui qui a mis la police face aux populations. Et là, entre 2022 et 2023, fortement armé, fortement équipé, les policiers. Et ça se sentait qu'il préparait vraiment une répression sans merci. Voilà un monsieur qui avait tout qui était tracé pour sortir par la grande porte, pour entrer dans l'histoire, mais qui, je ne sais quelle mouche l'a piqué, a créé la confusion et a entretenu cette confusion-là tout le temps, qui a fait tuer des innocents, des étudiants, et qui maintenant trouve l'intelligence de dire, écoutez, nous amnistions tous ceux qui ont commis des exactions, tous ceux, parce que après c'est lui qui sera responsable. Il sait pourquoi il insiste sur la loi d'amnistie, même si le prendre... Mais c'est une culture africaine, la loi d'amnistie. Même si le prendre est un peu difficile, la procédure est souvent très difficile. C'est lui qui a créé l'amnistie de Rotondès. Vous savez, pour juger, j'en aurais fini, même si la procédure est très compliquée pour juger les chefs d'État, mais il sait que quand il va partir, ça va être de la mer à boire pour ses partisans, des gens qui ont soutenu ce qu'il a fait dans le temps, même pour la police, l'armée, tout ça, c'est des gens qui seront interrogés. Et donc, la seule manière pour lui de garantir une certaine stabilité, nettoyer ses péchés. Voilà, de nettoyer ses péchés, si vous voulez. C'est cette loi d'amnistie à laquelle il s'accroche. Dans tous les cas, moi je pense que oui, enfin, je trouvais que c'est devenu pratiquement une culture africaine. Et parfois je me dis qu'on le fait à connaissance de cause. On crée des crises, on crée des rébellions, on se dit, écoutez, Matilé, quelques mois après, on va se retrouver ensemble, on vote une loi d'amnistie. Et puis, moi, je pense que l'âme de la paix, c'est la justice. On peut même mettre de côté une loi d'amnistie. Et Macky Sall, pour être sincère, peut estimer qu'il faut pouvoir situer les responsabilités. Chacun doit pouvoir répondre de ça. Parce que les Sénégalais qui sont morts, qu'on a enterrés, n'est-ce pas, au milieu de cette crise-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on a attaqué le Capitole, on ne s'est pas réunis aux États-Unis pour trouver une loi d'amnistie. On est en train d'utiliser la justice pour que chaque citoyen ayant pris part à cette attaque puisse répondre véritablement de ça. Et c'est peut-être là que je rejoins un peu, pour porter quelques griffes à William, qu'il faut donner un coup de la République. Ce n'est pas parce qu'on est des acteurs politiques qu'on s'amuse à introduire des jeunes dans la rue, à attaquer les édifices, à les manipuler, qu'on ne doit pas répondre de ça. Ça aussi, c'est quelqu'un qui le disait ici au Bénin. Je crois qu'il faut mettre aussi dans la Constitution que c'est interdit désormais le vote des là pour les amnisties. Ça va aider vraiment nos dirigeants à privilégier parfois, je crois, le dialogue, surtout, à écouter, à échanger. Je crois que ce dialogue aurait pu venir peut-être au tout début. Au tout début, ça aurait évité tout cela. Vous savez qu'au temps fort de la crise, les jeunes qui rentraient dans la rue, vous savez comment on les qualifiait. On estimait que c'était des délinquants. L'État doit rester... J'attendais un mot. Ah ouais? Terroriste. Voilà. Délinquant. L'État doit rester fort. Que les conseils de coulisses, après, au cours de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État aussi, ont servi quand même à ramener un peu l'homme que nous connaissons à la raison. Pour ces échanges. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, vous avez deux rendez-vous, rassurez tout à l'heure. On a d'abord Immersion de Ouliat Sanoussi qui nous propose d'aller découvrir comment est-ce qu'un jeune met la technologie au service donc du commerce. Même les femmes de Dantokwa s'intéressent, en tout cas c'est la confidence qu'elle nous a faite. Samuel Bodono est un développeur d'applications de vente en ligne. Elle vous donnera, je parle de Ouliat Sanoussi, quelques lumières sur ce que Samuel fait dans Immersion. Et puis après vous allez suivre la revue de presse avec Hugues Vingbe notamment. Allez, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée.